Le défi d'aujourd'hui, c'est qu'on a tous des écrans. L'ordinateur, il fait partie un peu de la vie quotidienne, il y a des parents qui télétravaillent, donc la présence de l'ordinateur, elle est vraiment généralisée partout. Et puis c'est difficile de ne pas l'utiliser du tout. Ces objets, ils ont pris beaucoup d'importance aujourd'hui. C'est devenu des outils, on les utilise pour plein de choses différentes. Donc c'est des objets qui sont devenus hyper importants. Et en plus, c'est un objet qui est en lui-même attractif par le côté visuel, sensoriel, etc. Donc tout ça, ça le rend imbattable sur le plan de tous les objets intéressants sur cette terre. Le petit, il y a vraiment quelque chose qui l'attrape en termes de luminosité. Ça ne veut même pas dire qu'il comprend les images qu'il voit, mais c'est juste les flashs comme ça qui l'amènent, quoi. Le parent, il est là aussi pour réguler, pour être attentif. C'est très juste ce qu'elle fait. Elle baisse l'écran, comme ça diminue le pouvoir d'attraction de cet objet. Ce qui est intéressant dans cette situation, pour moi, c'est qu'il y a deux espaces un peu distincts. Un espace où un parent est en train de travailler, puis l'autre espace où un autre parent joue avec l'enfant. Et l'enfant, il est à distance de l'ordinateur, donc il n'est pas forcément happé. Enfin, son jeu n'est pas non plus interféré par ce qu'il voit de ce que fait l'autre parent. C'est joli quand même, ce relais qu'il y a entre les deux parents. On est une équipe, maman qui doit travailler un moment, papa qui prend le relais, qui peut jouer avec les enfants. On voit dans notre environnement des adultes, papa, maman, on a tous des smartphones. Donc les enfants, ils vivent dans ce monde-là et ils vont avoir aussi tendance à vouloir reproduire, à imiter ces comportements d'adultes. Ça serait autre chose que le smartphone, un autre objet, un faux smartphone, ils feraient la même chose. Parce qu'en fait, ils font comme nous. Le fait qu'ils s'intéressent aux objets qu'on utilise et qu'ils cherchent à nous imiter, ça fait partie de ce qu'ils doivent faire. Ce qui est vraiment important, c'est qu'à côté de ces écrans, il y a tout un tas d'autres activités. La lecture partagée, c'est vraiment une activité essentielle qu'il faut préserver et proposer très régulièrement aux enfants. C'est comme ça que l'enfant va mettre aussi des mots sur des images. Et il va retenir mieux que s'il entend seulement un mot sans un support visuel. Il y a le livre qui est là, elle s'y intéresse, on tourne les pages, on a un petit moment de plaisir. On est ensemble. Qu'est-ce qui est tellement nécessaire pour eux ? Avoir des expériences corporelles, sensorielles, relationnelles, émotionnelles. C'est ça dont ils ont besoin. Tous les jeux qui, surtout aussi, favorisent l'interaction avec un parent ou avec un frère et une sœur sont vraiment très importants pour développer toutes les capacités sociales, les capacités aussi de régulation, les capacités cognitives et tout ce qui est langagier aussi. Il y a une seconde activité qui est extrêmement importante pour les enfants, c'est tout ce qui concerne les activités manuelles. On voit bien la motricité fine, de transvaser, de bricoler, de coller, tout ça. Et donc toutes ces activités-là répondent aux besoins de l'enfant et permettent de développer ses capacités multisensorielles, motrices, cognitives, affectives et permet aussi d'interagir avec les parents par ces moments-là. Proposer un écran, c'est pas la même chose que proposer un objet qui est manipulable en 3D, qu'on va appréhender par tous les sens. Un écran, on va surtout l'appréhender avec notre système auditif, notre système visuel, peut-être un peu tactile, mais au fond, c'est pas très varié. Alors que si on a un objet dans les mains qu'on peut toucher, qu'on peut jeter, qu'on peut mettre en bouche, qu'on peut sentir, qu'on peut regarder, on peut écouter le bruit que ça fait. Ça offre une variété d'expériences qui est vraiment très, très différente. On est vraiment sur le moment de la motricité, de la découverte de la sensorialité, du monde physique. Ça veut dire vraiment voir qu'est-ce qui tombe, qu'est-ce qui rebondit, qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui est léger, qu'est-ce qui est chaud, qu'est-ce qui est froid, qu'est-ce qui est dur, qu'est-ce qui est grand, qu'est-ce qui est haut, où est-ce que je peux me glisser dessous, monter dessus. Tout ça, en fait, l'enfant, il va l'expérimenter. Voilà, elle grimpe, elle teste son équilibre.
Donc elle met vraiment en jeu toute sa motricité pour l'aider à se développer. Et puis au fond, il faut très peu de matériel. On peut prendre vraiment ce qu'on a sous la main. Les ustensiles de cuisine, les objets du quotidien, c'est quand même une source de plaisir, une mine d'or pour les enfants. La bassine, pouvoir rentrer tout le corps dans un contenant, ça reste quelque chose d'universel. Tous les enfants, ils vont avoir besoin de le faire. Ça a été démontré, l'enfant joue beaucoup plus longtemps avec ce type de jeu. Il est beaucoup plus créatif, il va rester beaucoup plus longtemps absorbé dans son jeu. L'adulte n'aura pas forcément besoin nécessairement d'être disponible dans le jeu, mais peut être à côté et être dans une activité parallèle, cuisiner ou autre chose. Le cache-cache, c'est un jeu qui est très investi, un peu avant 1 an, puis vraiment entre 1 et 2 ans. C'est un jeu auquel les enfants jouent spontanément beaucoup, parce que justement, ils vivent la question de la distance, de la séparation au travers du jeu. Ils découvrent le sentiment d'exister même quand ils disparaissent. Et ça contribue aussi à forger leur sentiment d'identité, un être qui est différencié du parent. Et donc ils se découvrent aussi comme une petite personne, finalement. On demande beaucoup aux enfants d'être calmes. Et il faut savoir qu'en fait, à cet âge-là, c'est pas possible toute la journée. C'est pas possible, en fait. Il faut vraiment être prêt à accueillir ça. On est vraiment dans un âge où, du coup, ça demande beaucoup de surveillance, c'est vrai. L'activité physique est très importante. Il faut que les enfants bougent. Il faut leur permettre d'exercer leur corps, leurs sensations et d'aller explorer ce monde et la nature. Ce qui est très intéressant, c'est de se dire qu'il y a du soleil, qu'il y a du vent, qu'il y a de l'ombre, qu'il y a du chaud, il y a du froid. Et tout ça, ça va nourrir l'enfant vraiment dans la construction de soi, de son corps, et c'est très important. D'où la nécessité de sortir au moins 1 fois par jour avec un enfant, je pense. Alors c'est un peu l'âge où il acquiert la marche, donc il acquiert aussi une forme d'autonomie. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il peut prendre de la distance avec le parent. Il peut aussi revenir quand il en a besoin. Donc il a vraiment l'occasion d'aller explorer un environnement qui est un peu plus distant du parent. Ça fait vraiment partie de cette prise de liberté comme ça qui est tellement essentielle. C'est vraiment une super activité, les jeux dans les parcs et à l'extérieur. Ça va stimuler la motricité, qui va peut-être aussi contrecarrer un peu le risque de sédentarité et d'obésité pour des enfants qui seraient beaucoup assis devant des écrans. Ça occupe tout son champ visuel, c'est très lumineux, ça a des couleurs, avec beaucoup de choses qui bougent très rapidement. Ça capte totalement l'attention des enfants. On voit qu'ils sont en immersion totale. Ils sont capturés par ce qui bouge et ce qu'ils entendent. Là, au fond, il est dans une situation un peu passive où le flux est continu et il n'y a aucun moyen de l'arrêter. L'écran, il vient amener un silence du corps, ça veut dire une immobilité corporelle. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle remet son corps en mouvement. Et un enfant de cet âge, c'est ça dont il a besoin, en fait. Encore une fois, on voit ce corps de l'enfant qui nous parle, qui nous dit ce dont il a besoin, en fait. Le contenu du téléphone n'a pas d'intérêt, sauf peut-être lorsqu'il s'agit de partage avec de la famille qui est à l'étranger ou qui n'est pas présente. Mais en dehors de ça, l'enfant, il ne comprend pas le contenu. Le contact par vidéo avec des personnes qui sont loin, c'est quelque chose qui en essor ces dernières années. Et je crois que de manière très raisonnable, utiliser ça, c'est très sympa, c'est très chouette. Dans toutes les activités, à un moment donné, on voit bien que le smartphone a un statut particulièrement difficile à réguler pour l'enfant parce qu'il est là, il a un pouvoir d'attraction assez incroyable. Il est à la fois l'objet des adultes. C'est pas un objet dangereux puisque ma maman et mon papa l'utilisent et que tout le monde l'utilise. Mais des fois j'ai le droit, des fois j'ai pas le droit. Elle teste une limite, elle teste un cadre qui a été sûrement clairement défini avec elle. Ça fait aussi partie finalement de ce qu'elle doit un peu apprendre à gérer à cet âge-là. Est-ce que la limite est la même tout le temps ou pas? Comment je réagis si papa, maman dit non? L'enfant est assez sensible à l'état de disponibilité du parent.
Même si le téléphone est à côté, qu'on y jette vite un œil, l'enfant il repère très très rapidement. Et finalement, ça modifie aussi rapidement son comportement, qu'il rend moins disponible dans le jeu, qu'il rend peut-être un peu plus irritable. Dans un environnement où on sent que l'enfant a beaucoup de moments pour jouer avec des jeux qui sont adaptés à son âge. Malgré ça, l'écran interfère très souvent dans ces moments-là et en fait, ça crée quand même beaucoup de discontinuité et dans le jeu et dans la relation. Tu donnes le téléphone de maman, chaton? Tu me donnes? Alors, pour moi, la frustration, elle fait vraiment partie du développement. Enfin, il faut qu'il y ait un peu de frustration dans la vie, de sentir ce que ça nous fait et puis de sentir que ça redescend. Non, on n'a pas le droit. Non, Jennifer. Effectivement, elle le montre, elle l'exprime. Ben oui, elle avait très envie de garder cet objet, on le lui a enlevé. Et puis elle est frustrée, et puis elle le montre. Certains parents utilisent les écrans pour calmer l'enfant, mais l'enfant après s'habitue à pouvoir se calmer qu'avec un écran. Et du coup, il ne va pas apprendre à se réguler tout seul dans des moments de frustration. Une des clés, c'est quand même de l'aider à traverser ce moment-là, de l'accompagner, pourquoi pas de mettre en mots ce qu'on voit, bah là je vois que t'es fâché, quitte à proposer aussi après une autre activité ensemble qui permet aussi pour lui de trouver un apaisement un peu plus rapide. Parce qu'en fait, finalement, l'enfant, il va sortir de la frustration grâce à différentes stratégies qui lui permettent de se réguler. Évidemment, le distraire. Mais encore une fois, on voit qu'au moment où il y a eu un écran, on va devoir être très disponible derrière pour gérer la fin de l'écran. La frustration, c'est normal. Et que, à des moments, ça fait partie de la vie et que c'est OK d'accepter aussi la crise et de ne pas vouloir l'éviter à tout prix. Ma recommandation, ce serait vraiment de dire on prend le téléphone et on le met ailleurs en fait. Ne laissons pas les objets connectés, les écrans aussi proches de nous parce que finalement ça vient faire interférence dans les jeux et dans la relation. Je crois que c'est vraiment ça qu'en termes de modèle on leur offre. Laissons les distracteurs de côté pour passer un véritable moment, même s'il est court, hein, mais de pleine disponibilité avec son enfant. L'expérience du parent, finalement, d'être avec l'enfant et de se laisser aussi surprendre par ce qui vient de l'enfant, c'est là où il va y avoir le plaisir.